On a cramé toute notre trésorerie, donc 250 000 € en un an. On dit souvent qu'un entrepreneur doit échouer pour réussir. J'ai fait une grosse erreur. Dans un an, on est mort en fait. Jonathan Lalinex en est l'exemple parfait. Pendant les 10 premières années de sa carrière entrepreneuriale, Jonathan a monté une entreprise de développement de blog. Son ascension a été fulgurante. Il enchaîne les levées de fonds et sa valorisation explose pour atteindre des sommets. J'ai levé 1 million d'euros. J'avais plus aucune notion de l'argent. T'avais un tiers du trafic français. Quasiment. Et pourtant, il subit un redressement judiciaire en 2012 à cause de sa mauvaise gestion. On avait des dettes auprès de l'URSSAF, on avait eu un référé. Donc je me suis rendu au tribunal. Cette boîte avait beaucoup moins de charges, commence à dégager des bénéfices. Et ça va lui servir de leçon. Pendant 3 ans, il travaille à rendre sa gestion d'entreprise parfaite. Et après 3 ans d'efforts acharnés, il réussit à la revendre pour 1 million d'euros et crée une nouvelle affaire, Split. On aime bien se comparer au Blablacar de l'abonnement. Aujourd'hui, Jonathan va vous expliquer le secret d'une bonne gestion d'entreprise. Il va vous montrer tous les outils qu'il utilise au quotidien pour la diriger. Ces outils sont indispensables à mettre en place dans votre entreprise dès le premier jour. Jonathan Lalinex, c'est maintenant et c'est sur Esprit Entrepreneur. J'ai 38 ans, je me suis rendu compte que j'avais passé la moitié de ma vie à entreprendre parce que j'ai créé ma première boîte quand j'avais 19 ans. J'étais en fin d'études, je devais travailler dans la presse, donc pas du tout digital. Et les skyblogs existaient et je trouvais ça très moche. Voilà, c'était vraiment des couleurs qui étaient quasiment illisibles et j'avais envie de créer mon propre CMS de blog avec quelque chose de totalement personnalisable où les gens allaient pouvoir personnaliser leurs modules, etc. Et donc j'ai recréé une plateforme de blog où je voulais qu'on puisse designer beaucoup plus les choses, personnaliser des modules, etc. mais que ça soit quand même plus sexy. Et ce projet, je l'ai mis en ligne en fait. C'était en 2004. C'était en 2004. Et comment est-ce que ça s'est passé en fait, les premières phases de croissance de ce premier projet? Alors les premières phases de croissance, on va dire qu'on a commencé, on était 2 seulement sur ce projet. On était on vivait chacun chez nos parents, donc on n'avait aucune charge. Et surtout, on ne savait même pas monétiser un site internet. À l'époque, on ne savait même pas qu'on pouvait monétiser un site internet. Et j'ai appris absolument tout ça en fait en consultant un peu, en faisant quelques recherches. Donc on avait commencé à mettre des publicités sur ce site. Et très vite, on a commencé à faire des revenus récurrents, 1000, 2000 $ par mois, parce qu'à l'époque, c'était via Google AdSense et les revenus étaient uniquement en dollars. Ça se passait plutôt bien, le trafic augmentait petit à petit. Je crois qu'en 2007, on avait atteint les 500 000 blogs créés et on avait quasiment 5 millions de visiteurs uniques par mois. En 2007, on a un industriel qui est venu, enfin je l'appelle un industriel parce que c'était une très grosse régie publicitaire qui venait de rentrer en bourse et qui nous a proposé finalement d'injecter 250 000 € dans la société contre 20% du capital. Et voilà, et de là, toutes les galères ont commencé, on va dire, d'entrepreneurs. Il y a plusieurs éléments qui ont fait que ça ne se passe pas exactement comme on le souhaitait. La première chose, c'est que quand ils ont injecté de l'argent, forcément, quand un fonds ou quand un industriel met de l'argent dans ta société, c'est pour accélérer, c'est pour que tu fasses quelque chose de cet argent. Moi, finalement, quand ils ont mis cet argent, je me rappelle, c'était en plein été, en juillet 2007. Pendant 3-4 mois, j'y ai pas touché. Et 3 mois après, en fait, finalement, cette régie nous a un peu mis la pression en disant, mais en fait, cet argent, on l'a pas mis pour que tu le mettes de côté et que tu gagnes de l'argent avec ces 250 000 €. On l'a mis pour que tu accélères. Donc, on a envie que ta plateforme, tu fasses plus de marketing, que tu embauches des équipes de développeurs parce que tu as plein de choses à faire. Il faut pas te faire doubler par la concurrence. On a cramé toute notre trésorerie, donc 250 000 € en un an. Enfin, même moins qu'un an, parce que ça s'est fait en 9 mois. Donc, il faut savoir aussi qu'on était à Paris, dans le 17e. J'avais pas de bureau, donc forcément, quand tu recrutes tes premiers salariés, tu vas prendre des bureaux. Donc voilà, toute la notion même d'économie. C'est-à-dire que moi, 250 000 €, quand je les ai vus sur le compte, j'avais plus aucune notion de l'argent. J'aurais pu faire des économies, faire attention, par exemple, au premier bureau que j'allais prendre, plutôt prendre des bureaux, on va dire, je sais pas, plutôt en région parisienne, Non, là, il a fallu que j'aille dans le 17e tout de suite, et je me suis pris un immeuble haussmannien, enfin un immeuble haussmannien, en tout cas, des beaux bureaux dans un immeuble haussmannien. Je crois qu'il y était une charge dès le début de 8 000 € par mois. Enfin, tout ça mis bout à bout. Au début, quand tu vois 8 000 € mais que tu as 250 000, tu fais des calculs, tu dis oh, c'est pas grand chose par rapport à ce montant. Très bête. Mais en plus, avec les salaires, etc. Mais j'avais pas fait le calcul de la récurrence en me disant mais en fait, là, si je regarde par rapport à ce qu'on gagne sur cette plateforme de blog, en fait, dans un an, on est mort en fait. J'avais pas de tableau de trésorerie, tout ça, je connaissais pas. Et j'avais mal fait mes calculs en tout cas. Tu arrives dans une situation de 2007, première levée de fonds, 2008, il n'y a plus rien. Mais pour quel résultat? Il n'y a même pas eu de résultat ou Si, il y avait un résultat. Je crois que la première année, en tout cas, quand on était en SARL, on avait dû faire un résultat de 90 000 € de chiffre d'affaires. Et à cette époque-là, j'avais de la chance parce que finalement, les fonds investissaient beaucoup dans des startups comme la mienne qui avaient beaucoup d'audience. Ils investissaient pas forcément sur des sociétés qui font du MRR, les abonnements, etc. Ça n'existait pas. Donc voilà, je faisais de l'audience, c'était un peu le KPI pour eux. Ah waouh, ils font, je crois qu'à l'époque, du coup, en fin 2008, on était quasiment à 10 millions de visiteurs uniques par mois. Et nous, ce qu'on mettait en avant, c'est vrai qu'il y avait un classement qui s'appelait le classement Alexa, qui était un peu le classement
classement officiel de tous les sites internet mondiaux. En France, on faisait partie du top 100, top 50 des sites français. Donc dès la deuxième année, on a très vite trouvé un fonds d'investissement qui a réinjecté 350 000 euros. Quand on a fait cette deuxième levée de fonds, on avait notamment dans notre premier fonds d'investissement, il venait de racheter Société.com. Donc on était en train aussi de se tourner, on avait une partie B2C pour notre plateforme de blog et on était en train de créer une partie B2B pour proposer des sites internet clés en main pour des petites sociétés. Donc on se servait de notre CMS pour proposer ça. Tout ce qu'on mettait en place, on ne calculait aucun retour sur investissement. On n'allait pas vérifier si les affiches qu'on avait dans le métro nous rapportaient des clients derrière. Donc c'était que de l'image et enfin en tout cas à notre niveau, à cette époque-là, on n'avait pas les moyens de se payer de la notoriété. On a des choses qu'on a mis en place, que là je suis en train de te parler de tous les côtés négatifs. Heureusement, je suis quand même pas totalement débile. J'ai fait des choses bien, je pense, et notamment des partenariats stratégiques. Donc on était la plateforme du groupe Énergie. Donc on était partenaire d'Energy Music Awards, c'était gratuit. En plus, en fait, l'idée quand Énergie s'est rapproché de nous, c'était de dire on a Skyrock qui est en train de nous taper la bourre avec Skyblog. Nous, on n'a pas de plateforme de blog. Il faut qu'on s'associe avec une grosse plateforme de blog. On était finalement la deuxième plus grosse plateforme après Skyblog, notamment sur les ados. Donc ils se sont associés avec nous. C'était assez malin. Fin 2009. On était aux alentours de 170 000 euros et je crois que c'est quasiment le maximum qu'on a atteint avec cette société qui finalement a été revendue bien plus, en 2015, mais pour te donner un ordre d'idée, en fait, en termes de chiffre d'affaires, c'était ridicule. C'est-à-dire que tu avais quand même un produit qui commençait à se vendre et qui rapportait de l'argent. C'est comment que tu gagnais de l'argent avec ça? Et comment on le monétisait? On le monétisait uniquement avec la publicité. C'est pour ça que je te dis c'est une erreur. C'est qu'on commence à arriver dans les années 2009-2010. Il faut savoir que les réseaux sociaux commencent à débarquer, Facebook. Et je ne l'ai pas du tout vu venir en fait. Moi je me disais voilà les blogs ça continuera, voilà en 2022 on aura encore des blogs et la publicité monétisera tout ça. Non, j'ai fait une grosse erreur, c'est que nous on était dans les belles années du CPM, ce que j'appelle le CPM c'est le coût par mille, on était payé au nombre de 1000 vues et vu qu'on avait une audience énorme ça représentait quand même pas mal d'argent. Et puis du jour au lendemain, finalement, CPM s'est complètement écroulé avec l'arrivée des réseaux sociaux. C'était plus de la vente par affiliation, on savait mal faire, on ciblait mal, enfin on avait une audience qui était complètement dispersée et très dure à monétiser. Mais qu'est-ce qui va se passer après, on va dire là on est en 2009, l'apogée de cette entreprise c'est quelle année à peu près? L'apogée, on va dire que justement c'était 2009, commençait à faire un peu de chiffres tous les mois, donc là je t'ai parlé de 170 000 euros. Je crois que la plus belle année était 2009, mais malgré ça on continue à cramer, donc je te dis on n'a jamais fait attention réellement à nos dépenses et à couper certaines dépenses qui n'étaient pas forcément utiles. Donc on a été obligé de se diriger encore vers une levée de fonds. La dernière du coup, qui était encore une fois donc, de 350 000 euros. On devait être en 2010. Là, les investisseurs commençaient à se méfier un peu. Je te cache pas que la deuxième levée de fonds était très simple. La première, il n'y avait même pas de sujet, parce que c'est même pas nous qui le demandions, c'est eux qui sont venus à nous. La troisième, là, les actionnaires commençaient un peu à tirer la tronche en mode bon, là, Jonathan, on les remet, mais c'est la dernière fois. Surtout qu'à chaque fois, on se débrouillait pour garder une valo qui augmente un peu, c'est-à-dire qu'ils ne nous la cassaient pas totalement, donc c'était assez cool de ce côté-là. Mais ils disaient là, c'est la dernière, parce que voilà, ton business model, tu perds 700 000 euros tous les ans, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on a continué, on a essayé pour le coup de réduire certaines dépenses. Donc on a remplacé certains prestataires, notamment l'hébergeur, etc., des choses qui nous coûtaient assez cher. Mais malgré ça, en fait, on courait à l'échec. On courait à l'échec et on a été obligé de se placer en redressement judiciaire. D'accord, donc là tu as un stade où ton entreprise elle est placée en redressement judiciaire. Déjà, juste d'un point de vue émotionnel, ça fait quoi? Non, moi par contre c'est vrai qu'à cette époque-là, j'avais absolument, même physiquement, j'avais changé. C'est que j'assumais pas déjà le fait d'avoir tout raté, alors que j'avais levé quand même, quand on met bout à bout les levées de fonds, près de 950 000 euros, et de me dire que finalement j'avais encore des salariés. Ils savaient qu'il y avait des difficultés, parce qu'ils le voyaient, on avait des salaires, enfin pas des salaires de retard, mais en tout cas on avait des semaines de retard pour les versements des salaires, et ça devenait super compliqué au point que j'avais dû vendre à cette époque, je me rappelle ma voiture, j'avais vendu totalement ma voiture pour réinjecter cette trésor, pour pouvoir payer les salaires, parce que je savais plus comment faire. Donc on était obligé de faire des ruptures conventionnelles, de se séparer de pas mal de personnes. Mais pas assez, en fait, il aurait fallu de toute façon que je me sépare absolument de tout le monde pour continuer à avancer, sauf peut-être mon associé qui était toujours CTO et qui m'aidait à développer les choses pour essayer de redresser la société. On avait des dettes auprès de l'URSSAF, auprès de certains, ce qu'ils appellent des privilèges. Et en plus de ça, on avait eu un référé pour un prestataire à qui on devait beaucoup d'argent. C'est une procédure d'urgence, en gros, pour justement éviter d'avoir un procès qui va durer 7 ans avant d'avoir l'argent, pouvoir récupérer son argent très vite. Et donc, on avait rendez-vous au tribunal, je crois, 3-4 semaines après avoir reçu cette demande en référé. Donc je me suis rendu au tribunal, mais sans avocat, sans conseil. Voilà, j'ai eu la bonne idée d'aller dans un tribunal et me défendre par moi-même. Et finalement, en fait, un référé, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas c'est pas un procès au fond, c'est-à-dire que tu n'as pas à te justifier. Tu as signé un contrat, et en général d'ailleurs les échanges se font qu'entre conseils, donc qu'entre avocats, parce que c'est que des termes juridiques pour se défendre. Moi j'ai voulu me défendre auprès de la juge, ça a dû durer 5 secondes, grand maximum. Elle a coupé court à la conversation, elle a fait monsieur en fait là déjà vous venez sans conseil, et en plus de ça on est d'accord que vous avez signé, donc elle me montre le contrat, vous devez cet argent, point, peu importe en fait que le service qui vous était fourni n'était pas bon, etc. Je suis pas là pour juger ça en fait. Et waouh, ça a duré 5 secondes et je me suis pris une grosse claque et ça n'a pas loupé. Une semaine après, on recevait un autre huissier qui nous réclamait donc un peu plus de 80 000 euros pour ce prestataire.
Et puis un jour, j'ai eu la chance de rencontrer une personne à qui je soulais mes bureaux. Ah oui. Et il se lançait pour la première fois dans le digital, dans un projet qui était très intéressant. Et il a vu que je pouvais l'aider en tout cas là-dessus. Il voyait que voilà, malgré toutes les erreurs que j'ai pu faire en tant qu'entrepreneur, je pense que j'ai plusieurs casquettes et ça m'a permis d'apprendre énormément de choses aussi, notamment sur l'acquisition, etc. Comment on peut faire tourner un site internet finalement. Et finalement, il s'est dit, bah, écoute, je vais t'aider à redresser la boîte. Donc il a mis de l'argent pour rembourser absolument toutes nos dettes pendant le redressement judiciaire. Donc on est reparti de zéro avec ça, sauf que cette boîte avait beaucoup moins de charges, commençait à dégager des bénéfices. On avait atteint les plus belles années, presque 14 millions de visiteurs par mois sur la plateforme, quand on sait qu'à l'époque, il y avait environ 50 millions de visiteurs par mois en France. Tu avais un tiers du trafic français. Ouais, quasiment un tiers du trafic français. Et on a habillé la mariée et on a réussi à revendre cette société. Ok, tu as pu la revendre pour combien ? Alors on l'a revendu pour quasiment 1 million d'euros. Donc vu comme ça, c'est pas super sexy dans le sens où tu te dis que, sachant que je levais 1 million d'euros, enfin 950 000, il faut savoir que quand tu lèves de l'argent, tu lèves sur une valorisation. Et la valorisation de la société était aux alentours, je crois, sur les levées de fonds de 4 500 000 euros. Et on l'a vendu 1 million, donc à perte pour les investisseurs, mais pas totalement, parce qu'on a quand même réussi à céder la société derrière. Tu as d'abord fondé Caseo, que tu as pu revendre en 2015 pour une somme dont tu as touché une partie. Après ça, de 2015 à 2018 à peu près, tu as travaillé pour une sorte d'agence, pour ton agence, mais finalement cette expérience ne t'a pas vraiment plu. Et à partir de 2018, en fait, tu souhaites refaire un business, mais cette fois-ci, tu as une philosophie différente. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression qu'au départ, tu faisais tout pour que ton entreprise soit de plus en plus valorisée, sans vraiment te rendre compte de si ça allait gagner vraiment beaucoup d'argent ou pas. Là, tu as décidé de faire une entreprise, mais avec une philosophie différente. Est-ce que tu peux nous en parler ? Donc Split, en une phrase, on aime bien se comparer au Blablacar de l'abonnement. Qu'est-ce que c'est ? On s'est rendu compte en 2018, donc pour le storytelling, c'est ma copine qui vient me parler et qui me dit en fait, je propose mon Netflix à 2 amis depuis 2 ans. Donc elle proposait gratuitement son Netflix à 2 amis. Et une de ses mêmes amies lui dit un jour tiens, j'ai envie de prendre un Apple Music famille. Et elle lui donne le bon plan en disant écoute, on peut le prendre à plusieurs, mais tu vas me faire un virement tous les mois. Et de là, en fait, je regarde un peu sur Internet ce qu'il existe pour envoyer de l'argent, juste de manière récurrente pour des petits montants. Et j'étais étonné de voir que Lydia ou PayPal ne proposaient pas ce type de paiement récurrent automatique. Donc très simple comme projet pour un premier MVP, je me suis dit finalement on va être le Litchi. Un peu, en fait, moi je me voyais au début comme une cagnotte, mais la cagnotte récurrente, c'est-à-dire que tu vas créer un wallet, enfin créer une carte avec X personnes. Donc par exemple, le montant de ton abonnement est de 18 €, tu dis que c'est pour 4 personnes, automatiquement nous on te fait la division et on va aller débiter la carte de paiement de chaque personne, t'as rien à faire et tous les mois en fait ça va aller sur ton solde et tu pourras le virer sur ton compte quand tu veux. Outre le côté en fait société de paiement, parce qu'on a agréé Banque de France, etc. pour ce type d'usage, on a créé ce qu'on appelle la marketplace et c'est vraiment ce qui a fait décoller le projet. L'idée finalement c'est exactement comme Blablacar, c'est qu'on s'est rendu compte que Netflix c'est assez facile dans son entourage de trouver des personnes qui ont de l'appétence pour Netflix, mais quand tu regardes beaucoup de mangas, trouver dans ton entourage des gens qui regardent aussi du manga, c'est plus compliqué. Donc on s'est dit, il faut qu'on puisse mettre en relation des gens qui ont les mêmes intérêts pour un service. Donc tu as d'un côté le propriétaire de l'abonnement qui a souscrit peut-être une offre 4 places, il a 2 places, une pour lui, une pour sa femme qui vit avec, ou peu importe la personne qui vit avec, il lui restait 2 places. C'est un peu comme un voyage Paris-Nantes où tu vas voyager tout seul, c'est dommage de voyager seul alors qu'il te reste de la place dans ta voiture. Là finalement ces 2 places, il va les proposer à la communauté. Et côté co-abonné, donc ce qu'on appelle un co-abonné, c'est une personne qui rejoint un abonnement, lui ça va lui permettre de diviser la note par 4 quand c'est un abonnement qui se partage à 4. Donc tout le monde est gagnant, y compris les éditeurs, parce que c'était la première question qu'on nous posait, c'est déjà, est-ce que c'est légal ? Donc les éditeurs sont gagnants aussi, et ça, je pense qu'on pourra en revenir dessus. Donc du coup, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui combien tu as de salariés, à peu près où est-ce qu'ils sont situés, quel est leur rôle, tout simplement ? Donc aujourd'hui chez Split, on est plus d'une vingtaine de personnes et il y a un jeu de mots que je fais un peu trop souvent mais que je veux me permettre de te faire Clément, c'est on est assez splitté dans l'équipe. Bon voilà, je l'ai fait il y a 1 an et demi maintenant mais c'est vrai en fait, on est splitté. On a des personnes, donc là tu es à Paris, je vais te montrer ensuite les équipes parisiennes, mais on a des bureaux à Lyon, on a des bureaux à Troyes dans la région Grand Est et ensuite on est tous en remote, moi y compris, c'est-à-dire que moi je suis à Bordeaux, on a une personne à Caen, on a une personne à Barcelone, on a une personne à Reims, on a une personne à Antibes, je
vais pas tous les faire, mais voilà, on est vraiment complètement dispersés en France. Enfin, on est très content de ce fonctionnement, mais après, il faut que ça soit bien suivi. C'est des questions qu'on me pose souvent, c'est mais vous arrivez à avancer, etc. Oui, on arrive à avancer quand c'est bien organisé, et ça, Guillaume le fait très bien. Et je trouve que c'est génial. Ça veut dire que même quand on veut recruter quelqu'un, on va pouvoir recruter le meilleur, peu importe le lieu où il est. C'est-à-dire que si demain, on n'a pas besoin de lui dire tu dois être sur Paris si tu fais ça, tu peux être à Lille finalement. Quand on fait une demande d'emploi, on fait une demande sur la France entière et non pas sur un lieu précis. Et ça nous permet d'ouvrir plein de choses pour nous aussi. À présent, ce que je te propose, Jonathan, c'est d'aller un petit peu visiter tes équipes qui sont sur Paris. Oui, avec plaisir. Ok, bien on se retrouve tout de suite dans les locaux de Jonathan. Donc là, on est dans l'Arche de la Défense et on est incubé par le SWAVE, qui est un incubateur de Paris & Co, donc qui est l'incubateur FinTech de Paris & Co. Et je vais vous montrer les bureaux parisiens de Split. Et aujourd'hui, en fait, on a notamment pas mal de développeurs et notamment aussi Brice, qui est mon associé, qui s'occupe de toute la partie design de Split. Donc aujourd'hui, il y a 5 personnes, mais ça varie. Il y a des personnes qui sont aussi comme John là-bas, qui vient qu'une fois par semaine. Voilà, c'est assez partagé et tout le monde est libre finalement de travailler soit de chez lui, soit de venir au bureau à Paris. Donc Paris & Co, c'est un incubateur qui est sur plusieurs thématiques à Paris, donc il y a plusieurs immeubles dans Paris, notamment celui de la Défense qui est vraiment tout le pôle AssureTech et FinTech. Et donc on l'a rejoint depuis 2 ans maintenant et donc on a des bureaux directement, donc un bureau privatisé au sein de la Défense. En fait, la différence entre cette première boîte et Split, c'est que je me suis plus du tout fixé sur la valorisation de la société, c'est-à-dire de vouloir la valoriser au maximum, ne serait-ce que sur de l'audience ou autre, mais plutôt sur la monétisation de Split. C'est pour ça que l'idée de Split, dès le début, il fallait que je trouve un business model. Donc même s'il pouvait paraître ridicule pour certains investisseurs quand ils nous ont vus, quand j'ai présenté, quand j'ai pitché, parce qu'on gagne très peu par utilisateur. Il faut savoir qu'on gagne en moyenne 50 centimes par utilisateur, mais par mois. Et les gens nous disaient, mais attends, il te faut un volume énorme pour atteindre finalement des MRR importants. Mais ils n'avaient pas anticipé le fait que des plateformes d'abonnement, on allait en référencer 200, que les gens n'allaient pas s'arrêter à un seul abonnement, mais allaient en prendre 2, 3, 4 sur la plateforme. Donc voilà, tous ces critères font que je me suis vraiment concentré sur la monétisation de Split et de faire surtout aussi attention aux dépenses. Donc on n'a pas embauché 5 personnes dès le début du projet, on a commencé en restant une toute petite équipe. Quand on recrutait, on faisait très attention et c'était vraiment des recrutements qui étaient calculés pour un but bien précis. Et on va regarder tous nos coûts d'acquisition pour absolument tous les canaux. Donc là où on dépense de l'argent sur TikTok, là où on dépense de l'argent sur Meta, et y compris sur les choses qu'on a en direct, l'organique, etc. Et on veut tout le temps contrôler ce coût d'acquisition. Donc tu vois, contrairement à ma première boîte où je te disais qu'on regardait absolument pas le ROI, bah là toutes les semaines, on regarde à la virgule près, enfin au centime près, combien on fait de coût d'acquisition, et ça nous arrive même de couper totalement nos campagnes quand on arrive à une période de Black Friday, quand on arrive à des périodes où il y a beaucoup d'annonceurs. Pourquoi ? Parce que nous, finalement, notre business split, c'est intemporel. Donc qu'on communique en janvier, qu'on communique en plein été, ça ne nous change rien. On n'a pas besoin de communiquer pendant une période de solde. Ok, sachant que pour toi, la période ne change pas en fait. La période ne change absolument pas. Pour le coup, nous, on est un service, on est très large, donc c'est vrai que j'en ai pas parlé au début en présentant Split, mais on n'a pas uniquement, on est souvent assimilé au partage d'abonnements, donc tout le temps on est comparé à Netflix, donc Netflix, Spotify, Disney+, mais on a 200 services et on a vraiment beaucoup de thématiques, et d'ailleurs beaucoup plus aussi pour les freelances aujourd'hui, que ce soit Canva, que ce soit Office, des VPN, du cloud, donc on a de plus en plus de services même pour des freelances. Ce qui fait que le fait d'avoir toutes ces thématiques, on peut communiquer à n'importe quel moment, même en été, tu peux avoir besoin d'avoir un abonnement de musique, un abonnement à YouTube sans pub, donc on n'a pas de saisonnalité, ce qui fait qu'on peut se permettre d'annoncer dans des périodes où il n'y a pas de concurrence, donc ça nous coûte beaucoup moins cher. Ok, donc ça c'est quand même quelque chose d'assez puissant, parce qu'en fait tu peux faire x10 sur ton business sans faire x10 sur ton équipe. Tu peux juste te dire, bah, ok, pour faire x10, il faut mieux bosser, peut-être que tu auras besoin de quelques personnes de plus, mais la masse salariale va rester quand même, on va dire, quelques dizaines de personnes au maximum. Ça veut dire aussi que pour une démarche qui est bootstrap, c'est-à-dire sans avoir fait de levée de fonds, c'est une stratégie qui est très rentable, puisque tu vas augmenter tes revenus de manière significative sans augmenter tes charges.
c'est qu'on a la chance de ne pas avoir de logistique. Donc on n'a pas de logistique, on n'a pas de hardware, on n'a rien à dépenser finalement, mis à part de l'hébergement. Et l'hébergement, c'est assez anecdotique par rapport à ma plateforme de blog où on faisait 14 millions de visiteurs. Donc on a moins de frais de serveur. Les seules charges qu'on a finalement aujourd'hui, quand on regarde dans les grandes lignes, ça va être les frais de personnel, donc les salariés. On a beau grossir, on a de plus en plus d'organique. Petit à petit, les frais marketing, on est en train de les réduire. Et on essaie de se débrouiller pour être autonome, totalement autonome, et plus dépendant de toutes ces plateformes et de réussir à faire full organique. Là, pour Split, ce que je cherchais, c'était vraiment un business model sur la durée. Donc, c'est sûr, au début, je crois que le premier mois, en octobre 2019, quand on a lancé Split, on devait avoir peut-être 300 abonnés. Donc, 300 abonnés x 50 centimes, on faisait 150 €. Donc, il fallait attendre plusieurs mois avant de faire vraiment réellement du chiffre d'affaires. Mais pour le coup, ça reste quelque chose qui... c'est un business model qui est beaucoup plus sain, qui est récurrent, et on a vraiment créé quelque chose derrière où c'est pas toi qui as besoin de travailler pour avoir de l'argent facilement. Donc la conclusion, ça serait qu'il faudrait mieux faire un business model qui est récurrent que quelque chose qui est valorisable, quoi. Est-ce que tu peux nous énoncer par exemple un petit peu quelques concepts qui sont importants à connaître pour justement être maître de sa trésorerie et faire en sorte que son entreprise soit rentable ou du moins dépense à la hauteur de ses moyens? En fait, tu penses connaître tes dépenses, mais tu en oublies forcément certaines. Et c'est vrai qu'en fait, je me rends compte, donc nous on a mis un tableau en ligne, enfin pas un tableau, on pilote ça avec Agicap, mais il existe aujourd'hui beaucoup d'outils qui le permettent, qui me permet de voir au jour le jour exactement toutes nos dépenses. Pourquoi? Parce que c'est connecté directement à tes comptes en banque. Sur Agicap, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a catégorisé absolument toutes nos dépenses et on sait exactement combien on va dépenser en déplacement, en restaurant, salaire en URSSAF, voilà, toutes ces dépenses sont déjà dedans. Ça va te créer des choses avec des courbes et tu sais si tu dépasses ou pas. Et ça te fait un vrai plan de trésorerie. Donc tu sais déjà, en fait, quand tu as un business de récurrence, tu sais exactement où est-ce que tu seras dans 6 mois. Qu'est-ce qu'un plan de trésorerie? Un plan de trésorerie, finalement, c'est simple. Ça va prendre finalement ta trésorerie. Donc, imaginons que tu as 10 000 € sur ton compte en banque. Tu gagnes 10 000 € par mois et tu dépenses 15 000 € par mois. Donc, tu regardes tes revenus. Donc, par exemple, tes revenus vont faire 10 000 € le premier, 12 000, 14 000, etc. L'autre côté, tes charges vont faire 10 000, 16 000, 20 000. Enfin, ça peut varier. Ce tableau de trésorerie va juste te permettre de savoir où est-ce que se situe ta trésorerie. Parce qu'il y a des mois où tu vas potentiellement sortir plus d'argent que d'autres. Nous, par exemple, les loyers ici sont payés par trimestre, donc tout ça, c'est anticipé. Donc, c'est vrai que le premier trimestre, tu as plus de charges que certains mois, etc. Mais le fait d'avoir ce tableau de trésorerie, tu sais que tu prends aucun risque. Parfois, d'ailleurs, à recruter un salarié. Des fois, on se pose la question à Guillaume, est-ce qu'on peut se permettre de recruter un salarié? Est-ce qu'on peut se permettre d'augmenter? Parce qu'on était assez fiers de pouvoir augmenter nos salariés récemment. C'est grâce à ce tableau de trésorerie qu'on peut se le permettre. Par exemple, comment est-ce que tu peux anticiper les revenus à venir? Donc on connaît notre taux de résiliation. Typiquement, le taux de résiliation sur les abonnements, c'est quasiment la donnée la plus importante. Et d'ailleurs, on le voit avec les éditeurs avec lesquels on travaille. Le taux de résiliation, finalement, c'est ce qui... Imaginons que vous avez un taux de résiliation de 10%, tu sais que, j'ai peur de dire une bêtise, mais au bout de 10 mois, tu n'as plus d'abonnés si tu ne fais plus d'acquisition. Parce que 10% plus 10% plus 10%, tu arrives à 100% au bout de 10 mois. Donc ça veut dire que potentiellement tu n'as plus d'abonnés. Ça, c'est des choses que je ne connaissais pas. D'ailleurs, quand j'ai créé Split, je disais à un de mes associés, je fais mais n'importe quoi. Enfin, c'est mathématique pourtant, mais en fait, tu as du mal à l'imaginer. Mais le churn est le taux de résiliation est très important quand tu as une plateforme d'abonnement. Et la deuxième chose à voir, et qui est importante pour nous, c'est pour ça que depuis le premier jour on les a, c'est le nombre de nouveaux inscrits, le nombre de nouveaux co-abonnés. Et quand tu mets tout simplement les co-abonnés face au taux de résiliation, tu sais exactement le chiffre que tu vas faire finalement. C'est très simple comme calcul, mais en fait, tu sais par exemple que tu as 10 000 inscrits par mois, tu en perds 2 000, tu fais plus 8 000, plus 8 000, plus 8 000. C'est la chose qu'on suit quasiment le plus, voire plus que l'acquisition, c'est comment on peut réduire ce taux de résiliation au maximum. Et on a mis en place plein de choses, mais tu vois, typiquement Canal+, aujourd'hui, ils se battent plus sur leur taux de résiliation que sur leur acquisition, parce qu'ils se sont rendus compte que finalement, ils avaient beau faire 100 000 nouveaux abonnés par mois, si tu en perds 150 000 tous les mois, en fait, tu es en train de perdre 50 000 clients tous les mois, donc c'est pas viable. Donc à présent, Jonathan, là, on vient de mettre une caméra juste derrière pour filmer ton écran d'ordinateur. Et l'objectif de cette séquence, c'est un petit peu de montrer les outils que tu utilises pour notamment piloter ton entreprise, autant d'un point de vue financier que dans les points de vue de prédiction pour, on va dire, la santé financière de ton entreprise. Et en fait, tout simplement, que tu nous montres quels sont les concepts importants, qu'est-ce qui va pas. Pour piloter Split, en tout cas en termes de trésorerie et en termes de revenus, j'ai juste besoin de 2 outils. On pourrait parler des banques, etc. Mais finalement, les banques, j'ai pas de besoin particulier de me connecter sur mes comptes en banque
banque, étant donné que c'est Agicap qui va gérer ça à distance, je vais vous le montrer. Mais pour la partie revenus, finalement, c'est simple, une société, vous avez des revenus et des charges. Pour la partie revenus, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un back-office très puissant de notre côté, où en fait, on analyse absolument toutes les données, parce qu'on a besoin de savoir, en tout cas, combien on va faire par mois et combien on va faire dans 6 mois. En tout cas, pouvoir le calculer de manière plutôt réaliste. Et pour ça, en fait, on a un back-office qui contient énormément de données, donc le nombre de co-abonnés présents sur la plateforme, le nombre de personnes qui partagent son abonnement, les nouveaux abonnés, les nouveaux utilisateurs sur un mois donné, le volume d'affaires, le chiffre d'affaires et surtout le taux de résiliation, le fameux taux de résiliation qu'on a en fait de manière instantanée, donc qui peut varier mais qui ne va pas changer du simple au double en tout cas sur 6 mois, sauf qu'exceptionnel, Netflix dépose le bilan, oui c'est sûr que ça va faire un churn plus important. Mais du coup, ça nous permet de suivre ces revenus-là. Et pour te donner une petite idée, on est aujourd'hui sur une moyenne de 9% de croissance mensuelle sur les revenus que l'on fait sur Split. Et on a finalement des chiffres aussi clés qui sont très importants pour calculer le chiffre d'affaires, qui sont le taux de résiliation. Pourquoi ce taux de résiliation? Donc pour quel type de problème? Parce qu'un taux de résiliation, ça peut être quelqu'un qui décide de partir, mais ça peut être aussi un impayé. Ça peut être pour une demande de remboursement suite à un conflit. On a le panier moyen, donc ça nous permet de connaître à l'avenir déjà notre volume d'affaires. Si on sait qu'on a X milliers d'abonnés et qu'on a un panier moyen de temps, on sait déjà combien on va faire de volume d'affaires. On est à 57 centimes, ça je peux les citer de marge moyenne, parce que tout simplement les prix augmentent. Et en fait nous on est basé sur l'inflation, c'est pas nous qui augmentons nos prix, mais quand un abonnement augmente ses prix, pour pas les citer, Netflix, Spotify, Apple, qui viennent de les faire, bah, automatiquement notre marge augmente aussi parce que le volume est différent et donc ça impacte Split. On a ce qu'on appelle la Customer Lifetime Value, de savoir combien un utilisateur nous fait gagner au final sur sa durée de vie. Bah, ça permet de voir aussi qu'avec ce fameux taux de résiliation, on est capable de savoir qu'un utilisateur type sur Split nous rapporte plus de 70 €. Entre 65 et 80 € sur certains mois. Pourquoi? Parce qu'il prend plusieurs abonnements, donc il ne nous rapporte pas que 50 centimes par mois, parce qu'il va avoir un taux de churn qui va être très bas, donc finalement il va rester très longtemps sur la plateforme. Donc voilà, c'est une donnée qui est assez importante, surtout quand on fait du récurrent, notre taux de marge. Et ensuite, tout un tas de données que, notamment quand vous répondez à des médias, en fait, vous soyez capable de répondre à ces médias. Si on vous dit est-ce qu'il y a plus de femmes ou d'hommes, bah, c'est quand même important de savoir ce que tu as sur ton site, de dire bah, voilà, on a plus d'hommes que de femmes aujourd'hui. La répartition par âge, tout ça, c'est des choses que je pense qui sont indispensables à connaître. Là, par exemple, vous avez la répartition des utilisateurs par pays. Il faut savoir que Split, on s'est lancé en 2019 et 2020, on était uniquement en France. Et le gros enjeu, finalement, c'était de se lancer à l'international. Donc on est présent maintenant dans une vingtaine de pays. Les 2 autres pays qu'on a attaqués réellement, c'est l'Espagne et l'Italie. Et on arrive à voir notre progression, c'est-à-dire que de mois en mois, on voit finalement que l'Italie et l'Espagne prennent de plus en plus de place dans le camembert. Et sur les 30 derniers jours, on a eu plus de 50% d'inscrits en dehors de France. Donc ça veut dire que finalement, ce qui est normal, la France était là avant, mais petit à petit, finalement, le camembert est en train de se diviser avec plusieurs pays. C'est un outil finalement qui aujourd'hui a été créé from scratch. Et ce que je peux conseiller en tout cas aux personnes qui se lancent, c'est qu'on est nous en train de le migrer cet outil sur un outil qui s'appelle Metabase, qui est un outil gratuit, open source, qui permet de faire finalement tout ça de manière très simple en le connectant à votre base de données. Et je pense que c'est indispensable quand vous lancez un projet d'avoir des données dès le premier jour et en trifouillant un peu, vous êtes capable de le mettre en place. Et le deuxième outil que je peux vous présenter finalement, c'est Agicap. Donc Agicap, une fois qu'on a ses revenus, donc nous c'est simple, hein, sur Agicap on n'a mis qu'une seule ligne de revenus, qui est celle que je viens de te présenter, qui sont les montants qu'on encaisse de chaque commission. Bah maintenant, il faut regarder les décaissements. Et les décaissements, c'est toutes les charges. Et ce qui est génial avec ce type d'outil, vraiment, je suis pas là, hein, je suis pas sponsorisé par Agicap, il va te catégoriser automatiquement chaque dépense. Et ça, c'est vraiment génial, c'est-à-dire qu'on a d'un côté nos revenus, mais on a nos dépenses, donc on sait exactement combien on dépense en rémunération, combien on dépense pour nos locaux, combien on dépense en TVA, combien on dépense en remboursement de prêt, en marketing. Alors ce graphique, en fait, on commence par un point A, qui est ce que je disais tout à l'heure, donc la trésorerie de base que vous avez sur votre compte en banque, et qui va tout simplement faire une soustraction ou une addition par rapport aux revenus que vous allez faire. Et que représente la ligne et les colonnes? Alors la ligne représente la trésorerie sur nos comptes en banque, donc 1 si vous en avez qu'un seul, 2, 3, 4, enfin vous pouvez connecter autant de banques que vous souhaitez. La ligne verte c'est les revenus, la ligne rouge c'est les charges. Et donc même si vous perdez de l'argent, finalement ce qui vous rassure, donc des fois vous pouvez prendre un peu plus de risques, de vous dire tiens sur ces 6 prochains mois je vais embaucher quelqu'un ou je vais augmenter, ou je vais avoir tel type de charge, vous savez que votre trésorerie vous tiendrez parce qu'enfin vous serez capable de tenir sur la trésorerie parce que vous avez finalement cette échelle. Si vous voyez que la trésorerie commence à arriver proche des zéros, vous faites beaucoup plus attention et peut-être que vous allez même couper certaines dépenses.
Nous, en tout cas, on s'est donné le luxe, et ça, peu de personnes peuvent se le permettre, mais je le conseille un maximum, c'est de se mettre de la trésorerie de côté. J'aimerais également te poser une question par rapport à comment est-ce que tu vas faire pour anticiper tes revenus. Alors pour anticiper les revenus, la première chose, c'est, je l'ai montré sur la partie back-office de Split, donc on arrive à savoir par exemple qu'on a un taux de résiliation de temps et un nombre d'inscrits par mois, donc avec une croissance connue, donc qui est de 9% par mois, donc partie revenu ok. Et pour la partie charge, finalement, c'est Agicap qui va nous générer ça, donc qui va regarder les revenus, donc nous on les rentre de manière automatique dans l'outil. Et les décaissements, finalement, il va se baser sur l'historique que tu as déjà fait. À certains moments, en fait, c'est là où vous arrivez à voir en fait, votre trésorerie, là où vous commencez à être short, et on peut partir très loin finalement. Mais sur les 6 prochains mois, en tout cas, ça nous permet d'être beaucoup plus serein pour voir où est-ce qu'on en sera en fait. Si on illustre avec ce graphique ici, là tu vas constater par exemple que dans les prochains mois, tu seras à peu près à l'équilibre, que tu vas avoir une grosse dépense en mai. On ne cherche jamais à être forcément bénéficiaire. Ce qu'on cherche, c'est juste atteindre l'équilibre, être toujours sur cette ligne. Donc à chaque fois que nos revenus vont augmenter, on va augmenter certaines charges. Il y a une autre information que j'aimerais savoir, c'est que tu m'as parlé tout à l'heure de l'importance d'avoir un bon succès client. Donc toi, comment est-ce que tu fais pour gérer ce succès client? Est-ce que tu as un service client? Comment tu le gères? Alors oui, on a un service client, mais la première chose qu'on a mis en place, à côté des chiffres, mis à part les chiffres pour suivre l'activité, c'est d'avoir dans notre outil tout un tas de services intégrés pour le service client. Pour qu'une personne qui vient travailler chez Split ait accès à tout, c'est-à-dire qu'il n'ait pas besoin de demander à un développeur « tiens, fais-moi cette action », etc. Donc on a vraiment un onglet « Service client » où on a dedans les demandes de remboursement, les vérifications de factures, les goodies envoyés, les vérifications des étudiants, la modération des messages pour certaines choses. Et on voit toutes les demandes de remboursement en attente. Donc en un clic, on est capable de dire oui, on peut le rembourser, on voit le message de la personne si on le souhaite, donc on voit pourquoi il nous demande ce remboursement. Il peut aussi joindre une image si on a besoin d'une image pour voir pourquoi ça ne fonctionne pas. Et on a vraiment, quand je te disais tout à l'heure Clément, tu te vois avec 700 000 clients, comment tu seras avec 7 millions de clients? Bah voilà, typiquement le genre de choses qu'on a mis en place. Là, je vais refuser le remboursement. Bah, on a mis tout un tas de raisons, et ça c'est pour absolument tout, même quand on va bloquer une personne, etc. C'est pas au service client de noter la raison à chaque fois. C'est que des messages automatiques à chaque fois. Bah, là par exemple, le propriétaire a fourni l'accès. Donc là ça veut dire que son remboursement n'est pas acceptable parce qu'il a bien reçu des accès à son abonnement. L'abonnement du propriétaire est fonctionnel, ceci n'est pas un motif de remboursement. On a mis à chaque fois pour chaque action des actions pré-remplies finalement pour répondre. Et une petite question, en moyenne pour gérer une demande client, tu vas mettre combien de temps? Le temps de réponse moyen est de 11 minutes. Ça, c'est le temps de réponse moyen du service client auprès d'un client, que ce soit pour un traitement de remboursement, que ce soit pour le traitement d'une demande diverse. Donc quelqu'un fait une demande, il a une réponse 11 minutes après? Non. Okay. En général, c'est 30 secondes. En gros, on est plutôt tu vois, sur des secondes en général, etc. Tout dépend du moment de la journée. Là, c'est 3 minutes à cette heure-là, 2 minutes, 7 minutes. Ok, bah super. Et là, il y a d'autres informations dessus. Je ne sais pas si tu veux en parler. On peut en parler. Donc ça, c'est le nombre de conversations. Donc c'est les fameux calls du service client qu'on fait tous les vendredis. C'est qu'on va analyser déjà le nombre de conversations. Donc nous, il faut savoir qu'on voit les choses à l'envers en général. Plus tes chiffres augmentent et plus tu es content normalement. Bah là, c'est le contraire sur le service client. Plus les chiffres augmentent et moins on est content. On fait en sorte de se dire qu'à chaque fois, non mince, il faut qu'on arrive à descendre en nombre de pourcentage de messages. Et c'est super compliqué de descendre. Je vais être honnête, on ne descend pas énormément. Mais en parallèle, on a de plus en plus d'utilisateurs. Donc déjà, si on arrive à stagner, c'est bien. Parce que quand tu fais plus 9% tous les mois, bah, si on arrive à faire voilà, de rester toujours au même niveau de messages, c'est que déjà on s'en sort bien. Et il y a certains mois on diminue, d'autres mois on explose, mais ça c'est pas forcément lié à Split, ça peut être le changement de tarif d'un abonnement, ce qui s'est passé récemment avec Spotify. Le prix a changé, tout le monde panique, donc même si on fait des effets d'alerte sur Split ou on met des annonces pour essayer de les rassurer, tu as forcément beaucoup de questions là-dessus. Du coup Jonathan, est-ce que tu peux nous dire quels utilisateurs sont connectés en temps réel à ta plateforme en ce moment? On peut le savoir, alors nous on n'utilise plus Analytics pour des raisons RGPD. On utilise un outil qui s'appelle Crisp, en fait c'est notre outil de chat en même temps et qui nous permet de voir, j'adore d'ailleurs aller voir cette map, donc là typiquement on est sur la map de Crisp où on peut voir en temps réel, donc si on zoome on peut même rentrer dans les détails. Hein. On peut voir exactement les personnes connectées, que ce soit en France, en Espagne, en Italie, et c'est là où on voit qu'on a de l'attraction vraiment dans tous ces pays-là. Et même plus intéressant, c'est que si on dézoome vraiment, donc après on a d'autres bulles, donc à cette heure-là, malheureusement, c'est un peu compliqué. Mais en fait, ça peut aller assez loin. C'est qu'il y a à certains moments de la journée, quand par exemple on est des couches tard et qu'on va aller sur ce graphique, sur Split, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup plus de personnes connectées en réunion, etc., dans d'autres fuseaux horaires. Je trouve que cette boîte, en fait, Split a 3 ans. Mon fils a eu 3 ans il y a 1 mois maintenant.
Et je pense qu'il n'y a pas de hasard. Et j'aime dire aujourd'hui que finalement, Split, je le gère en bon père de famille. Et c'est ce que je veux au fond, parce que tu vois, je peux, là, on vient de parler juste avant du fait de déléguer un maximum. Pour des personnes qui font les choses mieux que moi en plus, ça me permet aussi de me concentrer sur ma vie de famille, sur d'être beaucoup plus à l'aise quand on a ce type d'échange où je me sens bien, je me sens épanoui. Donc en conclusion, je gère Split en bon père de famille et je pense que ça me réussit. Merci à tous d'avoir écouté cette interview. Comme d'habitude, vous allez retrouver un bonus exclusif sur notre site internet qui sera en fait un résumé écrit détaillé de cette interview avec notamment tous les concepts techniques qui ont été évoqués avec Jonathan. Donc vous le retrouvez sur notre site internet espritrentrepreneur.fr. Bien entendu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner ou encore à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce, on vous dit salut à tous et on espère vous revoir très bientôt dans une prochaine édition d'Esprit Entrepreneur.